Bonjour, je suis Maude Bernos, photographe depuis longtemps et podcasteuse depuis maintenant, et je vous propose d'écouter Déclic, un podcast dédié aux femmes photographes. Nous y parlerons photographie bien sûr, mais aussi création, parcours, influence, obsession, désir et combat. Chaque mois, je recevrai une photographe qui nous dévoilera son parcours de création, sa vision du féminisme et ses engagements en tant que femme photographe. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir à mes côtés la photographe Laura Stevens pour le premier épisode de cette toute nouvelle aventure. Laura est une photographe britannique vivant à Paris. Elle est diplômée de la Leeds Metropolitan University et de l'Université de Brighton. Elle a exposé à la Clamart Gallery à New York, à la National Portrait Gallery de Londres, à la Foire internationale Art Pan Beach et plus récemment à la Galerie Miranda à Paris. Elle a été résidente à la Cité internationale des arts et à Campoer en Uruguay. Et elle publie régulièrement dans divers journaux tels que Vanity Fair, Le Monde, Télérama, Times Magazine, pour n'en citer que quelques-uns. J'ai rencontré Laura il y a une dizaine d'années. Nous nous sommes revus quelques années plus tard au bar de l'Institut suédois, en plein quartier du Marais à Paris. Je me souviens d'elle souriante et discrète, sensible et déterminée à la fois. À l'époque, elle souhaitait intégrer une agence de photographes. C'est chose faite pour Laura qui vient d'intégrer il y a quelques mois l'agence de portraitistes Mods, aux côtés de grands noms tels que Jérôme Bonnet, Yann Rabanier et Jean-François Robert entre autres. Elle fait partie des plus grandes portraitistes que compte la France actuellement. Elle sculpte les visages comme elle sculpte la lumière, merveilleusement bien. Mais Laura ne se contente pas des visages. Elle photographie paysages et détails avec la même minutie et la même délicatesse. Son univers est intime, sensible et poétique. En observant ses photos, on entend le silence. Les couleurs sont douces, les tons orangés ou bleus, ça se passe souvent la nuit ou en fin de journée quand le soleil décline et que le mystère opère. Se situant dans la lignée des photographes de l'intime anglo-saxonne comme Joan Callis, Nan Golding, Liz Sarfati ou Mona Kuhn, Laura Stevens se ferait discrètement son propre chemin, féminin, libre et égalitaire. Laura Stevens, bonjour et bienvenue dans Déclic. Bonjour Maud. J'aimerais savoir qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit ? En ce moment, c'est mon petit château en power qui m'empêche de dormir. Mais je suis une mauvaise dormeur, on peut dire ça. Et je m'angoisse facilement. Je m'angoisse des relations, l'avenir, comment je peux faire mieux dans la vie. Et plutôt le peur de la solitude. Je pense que c'est ça. Mais oui. Et comment vous sentez-vous aujourd'hui, Laura ? Tout de suite et maintenant, sous la pluie parisienne. Fatiguée. Mon petit chaton m'a empêché de dormir. Power. Power. Mais bien, je suis contente d'être ici. Oui. Moi, je suis ravie de vous accueillir pour ce premier épisode de Déclic. Merci Maud. Laura, pourriez-vous me dire ce qui déclenche l'envie de photographier et pourquoi vous photographiez ? C'est pour me comprendre, je pense. En principal, c'est de comprendre moi-même, de comprendre les relations, la connexion oui, entre d'autres. Oui, j'ai toujours voulu comprendre ce qui c'est derrière le visage de quelqu'un, la vie privée. Ça m'a toujours intriguée. J'étais toujours très observante. Je parlais peu et ça m'a toujours intriguée comment les autres vivent, comment les autres sont derrière ce visage public. Ça m'a toujours intriguée. Oui, peut-être je suis une sorte de voyeur dans ce sens. Et ça m'aide de rencontrer des gens, d'être parmi le monde, de voyager. Oui, ça me permet
how do I say it helps me get out of myself. Vous sortez de vous-même en sondant l'âme des autres. Oui. Quel est votre parcours et quels sont les chemins empruntés pour arriver là où vous êtes aujourd'hui? D'où venez-vous? Comment avez-vous commencé Alors, ce long chemin? évidemment, je suis anglaise, je ne suis pas française. Et je viens d'un petit village en Angleterre, au nord de Londres. Et je viens d'une famille assez modeste. C'est pas une famille créative ou qui vient du monde de l'art ou de la création. Et, mais depuis un âge très jeune, j'étais assez... oui, j'ai toujours dessiné, toujours peintre, plutôt les portraits, depuis des photographies. Et j'étais une fille assez tranquille et timide. J'ai toujours voulu être artiste, mais je ne savais pas comment faire et de quel genre. Et ma mère m'a toujours dit, mais peut-être tu peux être un portraitiste à la mer, parce que c'était une chose c'était la seule chose que elle pouvait imaginer que que je veux devenir dans l'art. Et alors, je suis allée à l'université de Leeds. J'ai fait l'art and design, où j'ai pratiqué beaucoup de différentes choses, la photo, la vidéo, l'illustration, le graphisme. Et quand je suis partie, j'ai commencé à travailler comme, how do you say it, moving image dans le graphisme pour le télé, dans la post-production à Londres, à Soho. Et j'ai travaillé quelques années là-bas. Et rapidement, je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi. Je me suis sentie trop coincée dans cet environnement. Je savais que je voulais être plus indépendante, que je voulais pas travailler dans le noir, être figée dans un petit cave. Mais en même temps, je faisais beaucoup de clips pour mes amis, où j'étais toujours la personne qui fait les photos dans mes bandes d'amis. Mais c'était jamais la photo qui m'a intriguée à ce moment-là. Oui, j'ai toujours voulu vraiment à mon cœur d'être peintre. Mais je savais pas comment être un vrai artiste. Quand j'avais 22 ans ou 23 ans, je quittais Londres pour Australie pour un an, pour trouver un autre chemin. En Australie, pendant un an, j'ai fait les vendanges. Comment se fait ça? Oui. Fait les vendanges. Laura fait des grands gestes avec ses mains. Fait les vendanges. Oui. Pour le raisin. Pour beaucoup de fruits, avec un petit copain que j'ai rencontré là-bas. Et on a campé pendant un an. Et j'ai pris beaucoup de photos. C'était une grande aventure. Et dans un vigne, je me suis dit, OK, c'est ça, je veux être photographe. Ça c'est pour moi. Et après, je suis revenue en Angleterre et je suis déménagée à Brighton. Et j'ai commencé un master's là-bas en photo. Et c'était là où tout a commencé. Après les vignes de l'Australie, c'est là où tout a commencé. Oui. Alors, je suis partie à Paris avec un petit ami. Et Paris, pour moi, c'était toujours un rêve. C'était magique pour moi. Mais quand je suis arrivée à Paris, je parlais pas français et je connais pas ça. Je connais pas du tout
l'industrie, j'avais pas un réseau. Alors, c'était un grand défi. Et peu à peu, j'ai trouvé des nouveaux contacts en Angleterre et en États-Unis, ou en Allemagne, mais rien en France. Alors, j'ai passé peut-être 7 ans, 8 ans, comme ça, travailler beaucoup pour la presse anglaise et américaine. Et maintenant que je suis partie de l'agence Mods, oui, je travaille de plus en plus. Mode est une agence de portraitistes. Oui. Est-ce que vous vous considérez comme portraitiste ou pas que? Je ne sais pas si je me vois comme portraitiste. Oui, c'est une chose que je fais, mais je pense que c'est plutôt que je suis sur la recherche d'un sentiment, d'une émotion. Oui, l'émotion est le plus important. Dans l'acte photographique. Oui, mais dans l'art en général, je pense que s'il n'y a pas l'émotion, I think it's a failure, comment dire, c'est un échec. Je veux qu'il y ait une sensation qui est transmise. Est-ce que c'est facile d'envisager le portrait? Est-ce que c'est facile d'accéder à l'autre personne? La plupart des gens ne sont pas contents d'être photographiés. C'est une lutte. Ça c'est le défi pour moi de les mettre à l'aise ou de trouver une manière que le masque tombe. Et quel est votre remède miracle pour faire tomber les masques? Il n'y a pas un miracle. Chaque fois, c'est différent. Tu rencontres quelqu'un, pour moi, c'est essayer de sentir la personne, de voir ce qu'il a besoin de moi. Est-ce qu'il a besoin que je parle beaucoup? Est-ce que je dois être en silence? Mais c'est pour former une connexion avec beaucoup de rapidité, ça, oui, c'est pas facile. Et oui, je suis toujours timide, mais ce travail pour moi, c'est Ça fait penser, en vous écoutant, ça me fait penser à un petit animal. Ça a l'air animal, viscéral. C'est un peu avec les tripes et l'émotion et le ressenti. C'est comme... oui. Euh, je dois être très réactive. Un peu, quelquefois, je les demande de faire des petits exercices de respiration, par exemple, de sentir le ventre ou les pieds. Oui, c'est les pratiques un petit peu sur la méditation ou le yoga, comment dire. Et j'utilise ça un petit peu. Ou parfois, je parle beaucoup, ou parfois, je suis très silencieuse. Et aussi, je fais les gestes physiques, que je parle pas, mais je fais les gestes physiques que il me copie. C'est un sorte de mimétisme. mimétisme. Et je trouve que ça, c'est très, très beau. C'est une sorte de danse. Quelle est la plus belle danse que vous ayez vécue? Mais c'était avec Fanny Ardant. Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps pour Vanity Fair. Et elle chantait, elle dansait un peu, oui, flamenco ou quelque chose. Mais elle était ravissante, magnétique. Et oui, elle était la femme la plus belle, la plus poétique que j'ai photographiée, je pense. Et une séance où le modèle n'a pas voulu danser. Le plus récemment, Christine Angot. Christine Angot n'aime pas danser. Elle n'aimait pas danser, non. Vous avez réussi à la faire chanter? Non plus. Mais vous avez réussi à la photographier quand même. Oui, c'était beau quand même. Mais c'était plus... Oui, c'était... Vous photographiez pas du tout en noir et blanc. Vous avez une couleur particulière. Quand je vois des photos de vous, je reconnais tout de suite que c'est Laura Stevens qui les a faites. D'où vient cette lumière spéciale, la lumière Laura Stevens? Oui, je fais presque jamais le noir et blanc. C'est la couleur qui m'inspire. Pour moi, c'est d'exprimer les émotions avec la couleur. C'est une grande partie de mon travail. Et c'était toujours, oui, c'est une sorte de peintre peut-être que je cherche mon propre palette de couleurs.
Je sais pas d'où ça vient, c'est intuitif. Le rouge, en principe, exprime la colère. Chez les enfants, dans les émotions, le rouge, c'est la colère. Il y a beaucoup de rouge, il y a beaucoup d'orangé dans vos couleurs. Oui, Êtes-vous en colère ou l'amour, ou l'amour? oui, Donc le rouge, c'est plus l'amour ou que la la colère. passion. Je joue avec la palette chromatique pour m'exprimer. Vous avez déjà une idée de la couleur que vous allez exploiter avant chaque séance? Ou ça dépend de la rencontre avec la personne, ça dépend de... Ça dépend chaque fois. Oui, parfois, j'amène quelque chose en couleur où je trouve quelque chose qui est parti de l'environnement, Oui, parfois, ça c'est une difficulté de trouver quelque chose qui me représente, surtout quand c'est dans une pièce tout blanche. Ça me fait peur. Et dans une pièce blanche, vous faites quoi? C'est Oui, l'angoisse de la page blanche oui. et l'angoisse de la pièce blanche. Oui, c'est surtout de jouer avec les ombres. Laura, est-ce que vous pourriez me raconter comment vous construisez vos projets ou vos sujets photographiques? C'est très lié à ma vie personnelle. Au début, je procrastinais beaucoup jusqu'à je, je dois le faire. Jusqu'à je dois dire, OK, ça c'est l'idée. Je dois faire quelque chose parce que ça part pas. Et je fais beaucoup de tests. J'essaie de trouver ma piste. Et le début, je lis beaucoup, je regarde beaucoup de choses. Finalement, je dis, OK, c'est ça. Et j'entre dans un moment très intense où je deviens assez obsédée et je travaille avec beaucoup d'obsession, beaucoup de rapidité et je fais énormément de shooting. Et, et après, oui, le editing, ça dure longtemps de trouver des lignes, de trouver ma voix sur les images, de trouver mon regard, la, de trouver le sentiment que je voulais m'exprimer sur les images très diverses. Et cette partie, oui, c'est long et c'est dur. Et après, c'est la post-production de trouver l'équilibre de colorimétrie, de balance. Et après, c'est la diffusion. Et après, j'ai la vide. Avant que quelque chose revienne. Ça revient. Donc c'est tout un rituel, tout un processus, comme une vague en Oui, fait. c'est toujours un vague, oui. Joseph Koudelka disait: pour moi, être photographe, c'est quelqu'un qui a quelque chose à dire et qui le dit à travers la photo. Ce n'est pas seulement appuyer sur un bouton. La photographie est-elle un combat ou une revendication pour vous, Laura? En vous posant cette question, je pense particulièrement à la série Him, dont j'aimerais bien que vous me parliez. Alors, c'était une série que j'ai commencé, oui, peut-être il y a 5 ans, et c'est sur le corps masculin. Pendant un an, j'ai photographié plus de 50 ans, nous, chez moi, sur mon lit ou contre un mur. Et c'était dans mon appartement à Paris. C'était les inconnus que j'ai jamais rencontrés. Et c'était une recherche personnelle pour trouver mon propre manière de représenter et de regarder les hommes, leur corps, de former mon regard, de voir comment je vois les hommes, la beauté des hommes, et mon désir, de calibrer mon désir, de voir mon désir aussi. Oui, c'était pas militant, c'était pas un combat militant, mais c'était une chose personnelle pour combattre, comment dire, ou Combattre? pour combattre avec le male gaze, le regard masculin, que je me suis sentie toujours dans ma vie. C'était toujours ça qui m'a intriguée, the male gaze. C'était de représenter comment représenter les femmes, comment travailler, comment être une femme avec ce male gaze. Et ce travail, c'était un beau travail pour moi. J'ai rencontré des belles hommes et j'ai toujours des belles expériences. Et ça m'a développé
ma manière de diriger, d'être à l'aise, de confronter l'homme nu et de trouver mon regard qui était enfin le même comment je photographie les femmes. J'essaie de trouver quelque chose de douce et la vulnérabilité de quelqu'un. Et est-ce différent de photographier un homme ou une femme? J'ai entendu récemment Bettina Reims qui disait les hommes n'aiment pas être photographiés. Êtes-vous d'accord avec Bettina Reims? Je veux pas contredire Bettina Reims, mais Vous voulez pas contredire Bettina Reims? non, je pense que les hommes peuvent aimer d'être photographiés. J'avais une grande réponse des hommes qui voulaient être l'objet de mon regard. Et c'était ça qui était fascinant de changer le point de vue. Et je trouvais que les hommes voulaient d'être regardés, de devenir l'objet, de sentir comment ça se sent Quand on est l'objet. quand on est l'objet. Beaucoup de mes sujets a déjà été photographiés beaucoup de fois, mais c'était toujours par les hommes, jamais par les femmes. Et oui, pour certaines, c'était facile, mais d'autres, c'était très difficile d'être nu devant mon objectif. Et il y a certains qui ont pleuré. Oui, c'était très... mais d'autres étaient absolument ravis. Et je pense qu'il n'y a pas une grande différence. Il y a certaines femmes qui aiment, certaines femmes qui n'aiment pas. C'est différent pour chaque personne. J'ai lu que vous vous revendiquiez féministe et j'aimerais savoir en quoi ce travail illustre vos convictions féministes. Oui, je suis féministe. Et ce travail, c'était pour moi, c'était d'ajouter ma voix sur les images masculines. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de représentations des hommes prises par les femmes. Et pour moi, c'est important aussi de mettre l'homme comme objet, de ne pas toujours mettre femme comme objet, C'était une façon de rééquilibrer. de rééquilibrer, oui. Les lumières sont très douces, tout est délicat, tout est très humain, les peaux très blanches. Ça fait presque penser à des peaux de bébé. Oui, c'est une autre manière à travailler pour moi. J'ai fait beaucoup d'essais sur la lumière, sur la couleur et finalement, j'ai voulu quelque chose de très pur, assez sculpturel et désaturé. Oui, pour ajouter à ce délicatesse, les puretés, oui. Quand je pense à vos séries, tu oublieras aussi, d'ailleurs, le titre l'indique, tu oublieras aussi, Another November, même Him. Est-ce que photographier, c'est une façon d'oublier? Ou de souvenirs, oui, ou de transformation. Peut-être pour moi, la photo, c'est une manière de transformer les choses ou de transformer pour oublier, peut-être. Qu'est-ce qui fait que vous avez commencé la série Another November? C'est tout d'un coup un trop plein de tristesse que vous avez besoin d'évacuer et que vous concrétisez par la photo? C'était après la rupture de mon relation. C'était après la rupture de relation que j'avais quand je suis venue à Paris. J'étais complètement perdue et triste. Et de faire ce projet, ça m'a aidé de transformer le deuil et de voir comment trouver la liberté. Et oui, c'était à ce moment-là que je suis décidée de rester à Paris, d'essayer de concrétiser ma vie seule, indépendante en France. Et Further, Farther. Farther. J'ai beaucoup de mal à le dire. Oui, c'est des sortes de paysages. Il y a un peu une ambiance post-apocalyptique dans cette série. Ah, merci. Je pense particulièrement à la photo avec le chien qui regarde vers l'objectif et un espèce de paysage et de ville américaine derrière dans des tons orangés. On dirait que le chien est seul au monde.
Oui, Est-ce que c'est vous pourriez m'en assez. parler un peu aussi de cette série? Oui, Father Father, c'est un voyage en États-Unis, en American Southwest. C'était mon propre American road trip. Et j'ai voyagé pendant deux étés dans différents États seul. C'était de trouver les moments psychologiques dans le paysage. J'essaie de trouver une sensation psychologique et je pense que cette série, c'était un peu ça. Et c'était aussi de représenter cette manière de, quand tu voyages, tu veux quitter ton pays pour essayer de trouver toi-même. Et c'est une sorte de perte et de retrouvailles. Vous vous êtes retrouvés à travers les émotions des paysages. Oui, et dans le désert, je trouve que, oui, la solitude est très présente, que c'est hyper vaste et t'es seul, mais t'es, la solitude est très agréable. C'était ça, toutes les images sont avec la solitude. Le paysage t'accueille dans ton solitude. Et Latin Spring, c'est aussi une histoire de solitude? C'était fait pendant le confinement. J'ai passé 3, 4 mois dans une maison à la campagne de France avec mon compagnon et sa famille, sa grande famille. Et alors, c'était une sorte de vie communale, Vie commune. vie commune. Et oui, c'est une autre manière à vivre que j'ai jamais, je pense, pas dans cette manière. C'était beaucoup de monde très, très à côté de l'un de l'autre et c'était un moment très intense avec beaucoup d'angoisse. Oui, c'était un moment angoissant pour chacun. Tout le monde était dans un couple et beaucoup de femmes étaient il y a certaines dans la famille qui étaient enceintes, qui avaient un petit bébé oui, c'était un moment fertile. Et c'était à ce moment-là que j'ai posé beaucoup de questions sur la maternité et j'ai vu beaucoup de bébés autour de moi et de fertilité et ça, oui, c'était joyeuse mais angoissant pour moi. Et quel est justement, Laura, quel est votre rapport à la maternité? Je suis une femme sans enfant et j'étais jamais quelqu'un qui qui était très maternel. J'étais très ambitieuse et travailleuse et j'ai voulu toujours me réussir de travailler sur ce que j'aime. C'était une but énorme pour moi et mais aussi d'être self-sufficient, comment dire, Indépendante. indépendante financièrement et c'était assez oui, c'était assez dur pendant beaucoup beaucoup d'années. Alors ça m'est arrivé très tard d'être dans un moment où je me suis sentie que je serais prête et que ma vie était prête pour ça aussi. Et oui, je veux pas dire que c'était une chose très simple sur le fait que je veux pas un enfant parce que la créativité était plus importante pour moi que d'être une mère. Mais c'était un choix, mais c'était un peu plus compliqué que ça. Euh, oui, j'ai fait des choix oui, qui, qui, qui sont, oui, un peu difficiles à se gérer. C'est une façon de s'affirmer aussi en tant que femme, en fait. Oui, c'est ça. C'était très important pour moi d'être indépendante et de réaliser mes rêves créativement. Ça reste toujours une lutte pour les femmes parce que, oui, évidemment, on n'a pas assez de temps que les hommes. Et oui.
Et est-ce que vous avez réalisé votre rêve? Quel rêve? Vous parlez de Créativement? créativement, est-ce que vous avez réalisé votre rêve ou quel est votre rêve? D'une certaine manière, mais ça n'arrête jamais, je pense. Je pense que je peux toujours faire mieux et ça n'arrête jamais, je pense. Merci beaucoup, Laura. Merci, Maud. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à laisser un avis positif sur vos applications de podcast. Pour ne rien manquer de Déclic, suivez-moi à @maudbernos sur Instagram. Si vous avez des compliments, des critiques ou des réflexions, n'hésitez pas non plus, ça aide toujours. Merci enfin à la Cité Audacieuse pour son studio d'enregistrement. À bientôt!